Je ne sais pas si vous avez tellement envie qu'on recommence. C'était tellement bien d'écouter et de chanter. C'était si beau et cette chanson est si belle. Bon, néanmoins, on va poursuivre. On va poursuivre et vous voyez, nous sommes nombreux pour cette deuxième table ronde. Si vous avez regardé sur notre programme, vous l'aurez peut-être lu. Elle a un joli titre, Plus et mieux, comment développer l'accompagnement des personnes en deuil demain. Donc c'est le même sujet, sauf qu'on le prend sur qu'est-ce qu'on peut peut-être faire de plus, qu'est-ce qu'on peut peut-être faire autrement, qu'est-ce que d'autres expériences peuvent nous donner comme idée de ce que l'on pourrait faire, continuer à faire. Voilà, c'est en même temps toujours le même sujet. Alors nous sommes assez nombreux et on va avancer de la façon suivante. On va avoir 3 premières interventions qui sont liées par un certain sujet que vous découvrirez relativement rapidement et nous aurons un petit temps d'échange également, un petit temps de conversation rapide à nous tous par rapport à ces 3 premiers éclairages qui vont être faits. Je crois que les noms s'affichent là-haut, nous ne les voyons pas, mais comme chacun sait, les congrès, c'est un truc pour rattraper un torticolis parce que soit on se tourne pour regarder là, soit vous vous tournez pour regarder la salle. Dans les deux cas, on en sort avec les vertèbres de travers. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on a les noms des gens et ils sont là. Et puis, après avoir fait un premier passage sur 3 intervenants et 3 éclairages, et ce petit temps d'échange, il y aura un deuxième temps avec 3 autres intervenants éclairages. Ce n'est pas forcément ceux qui sont assis à gauche et à droite, on est dans le plus grand désordre, mais ce n'est pas grave du tout. Ça vous rendra en revanche l'écoute beaucoup plus difficile, il faudra regarder qui parle. Et nous mènerons tout ceci avec, comme on l'avait fait avant, un temps d'échange avec vous dans un dernier temps final. Et merci beaucoup à vous, à toute l'équipe de la régie, de nous rendre la vie aussi confortable que ça pour travailler tous ensemble. Voilà. Alors, en commençant sur le premier, ce sera une intervention de Rachel Galerme, qui est là, voilà, avec un jean clair, de Daniel Gavard, qui est ici, avec un rayé, et qui a dit que c'était là, elle n'était pas si habituée que ça de parler devant tout le monde, si j'ai eu une oreille qui traînait, et de Suzanne Klein, qui est là, ici. Voilà, ça serait les 3 premiers. De Rachel Galerme, je dirais juste qu'elle vient de Metz pour nous, c'est un bel effort, merci d'être venue, et qu'elle a une expérience assez particulière, notamment après avoir créé en 2017, si je ne me trompe pas, un club des Yellow Women, c'est bien ça ? Non, tout à fait, je me suis trompé. Ah bon, alors je ne le dis pas, je n'ai rien dit. Et par ailleurs, qu'elle a une expérience d'accompagnement en ligne, ce qui est une certaine originalité. Daniel Gavard est bénévole à Jalmal 35. Ici, elle n'est pas venue de loin. Néanmoins, elle a aussi une expérience d'accompagnement et d'écoute à distance. Et c'est peut-être justement une des choses qui la rapproche du première intervention, c'est qu'à distance, écouter des personnes en deuil à distance, c'est peut-être, je mets les pieds dans le plat, mieux encore que de le faire en présentiel. Peut-être, c'est ça qu'elle va évoquer avec nous. Et Suzanne Klein, qui est venue, elle, de Strasbourg, décidément, on fait du chemin pour venir ici, elle a aussi une expérience d'écoute en ligne ou en chat avec le support de Mieux traverser le deuil, MTD, expérience qu'elle partage avec plusieurs personnes parmi vous, mais néanmoins pas tous. Et c'est dans ce sens-là que je vous propose que nous les écoutions toutes les 3 d'abord. Alors, Rachel Galerme, on commence avec toi, si tu veux bien. Là aussi, une sorte de règle très exigeante de ne pas être plus longue qu'une dizaine de minutes, ce qui est vraiment difficile quand on a beaucoup de choses à raconter, pour qu'on puisse ne pas être trop fatigué après en avoir écouté 3 et discuter ensemble. Je vais essayer. Merci Olivier. Merci à Nadine Lecadre de l'association Jalma Saint-Nazaire qui m'a mis en lien avec les organisateurs de ce congrès. Eh bien moi, alors je vais essayer de ne pas plomber l'ambiance après l'esprit festif, mais voilà, vous allez voir, ça se termine bien. Quand on m'a annoncé en 2014 le suicide de mon compagnon, j'étais loin d'imaginer tout mon chemin de transformation intérieure. Comment j'allais pouvoir survivre après la mort de celui que j'avais tant aimé, qui s'était donné la mort dans un accès de désespoir violent, effectivement. Comme on l'a évoqué ce matin sur les deuils par suicide, j'ai eu mon dossier de la culpabilité.
Moi qui avais été éducatrice spécialisée pendant 10 ans auprès de femmes victimes de violences conjugales, 10 ans comme directrice d'un pôle d'hébergement d'urgence pour des sans-abri, comment moi, la super professionnelle, j'avais pas vu, j'avais pas compris, j'avais pas soutenu mon compagnon pour qu'il en arrive à passer à l'acte et à se donner la mort. Et en 2014, j'aurais tellement aimé rencontrer une femme qui me dise « Rachel, j'ai perdu mon conjoint il y a 5 ans, il y a 10 ans. Je sais tes nuits sans sommeil, je sais tes angoisses, je sais ta peur du jugement des autres. » Cette femme, j'ai cherché. À Metz, l'association Jalma n'existe pas. Et je ne l'ai pas rencontrée. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'être cette femme, en fait, qui partage son expérience personnelle du deuil, mais aussi aujourd'hui qui accompagne, qui soutient, qui partage des ressources. En 2017, quand j'ai décidé de quitter mon poste de directrice, je suis devenue sophrologue. J'ai ouvert un cabinet à Metz. Je n'avais pas du tout prévu ni de travailler en ligne, ni d'accompagner des personnes endeuillées. Mais ce matin, on parlait des réseaux sociaux. J'ai ouvert une page Facebook et sur mon site également, j'ai parlé de mon histoire. J'ai expliqué comment j'en étais arrivée à devenir sophrologue. Et assez bizarrement, enfin ça m'a beaucoup étonnée, mais des femmes veuves sont venues à moi en me disant « Rachel, j'ai vécu la même chose que vous, je veux me faire accompagner par vous ». Donc on était en 2017, c'était bien avant la Covid. Zoom, je ne connaissais pas. Je connaissais un peu Skype parce que j'avais été aux États-Unis, mais Zoom, je ne connaissais pas. Et grâce à elles, grâce à leur contact, j'ai pris conscience combien la mort était tabou, le deuil était tabou. Et grâce à elles, en fait, je me suis formée comme accompagnante du deuil. Je me suis formée à la sophrologie dans le deuil, aux techniques d'art-thérapie aussi dans le deuil, à l'EFT. Et je les ai accompagnées en ligne. Et rapidement, à leur demande, elles ont souhaité qu'on monte un groupe en Zoom, en visio, hebdomadaire. Et donc, ce groupe, rapidement, a souhaité trouver un nom. Parce que de dire, Olivier, et à vous tous, ce soir, je vous quitte parce qu'à 20h, j'ai mon groupe de veuves en ligne, c'est pas très sexy, quoi. C'est pas très fun. La famille s'inquiète. Donc, on a réfléchi à un autre terme en français, veuve. Il n'existe pas d'autre terme pour appeler une femme qui a perdu son conjoint. Et est venu le terme Yellow Woman. Yellow parce que la couleur jaune en anglais, parce que c'est la lumière, c'est l'énergie, c'est le soleil, la renaissance. Et puis woman parce qu'à l'époque, il n'y avait que des femmes dans ce groupe. Donc c'est devenu le club des Yellow Women. Alors aujourd'hui, pratiquement 6 ans après, qu'est-ce qui est devenu le club? Donc c'est toujours un club qui fonctionne toujours en ligne, qui est ouvert aux hommes et aux femmes et aux hommes. Cette année, on a accueilli 3 hommes. Donc on est très contentes, nous les femmes, et aussi, je pense. Qui est ouvert à toutes les personnes qui ont perdu un conjoint, une conjointe, qui se réunit donc de façon hebdomadaire pendant 2 heures. Chaque intervention a vraiment un thème, en fait. Je co-anime avec une autre personne. À titre d'exemple, on peut intervenir à 2 sophrologues sur la question du sommeil, comment, grâce aux outils de la sophrologie, retrouver un sommeil de qualité, faire intervenir une thérapeute de couple sur refaire couple après avoir perdu son conjoint ou pas, ne pas refaire couple, ou encore des personnes qui vont témoigner de leur histoire, qui ont écrit un livre, qui vont pouvoir expliquer tout leur chemin de deuil et leur transformation. C'est aussi un groupe Facebook que j'anime aussi, dans lequel je partage des exercices à faire pour ceux qui le souhaitent, et notamment des bilans de leur semaine. Les personnes peuvent partager leurs peurs, leurs angoisses, mais aussi leurs petits pas, leurs petites victoires, leur fierté. Et c'est un bon moyen aussi de se connecter les uns aux autres. Donc c'est vraiment un groupe c'est une co-construction, on va dire. Moi, je crois fort à l'intelligence collective. Donc moi, je me positionne aujourd'hui plus comme facilitatrice plutôt que thérapeute. La force en fait d'un groupe en ligne, moi je dirais qu'il y a 3 aspects vraiment forts. C'est premièrement, les personnes peuvent se connecter de chez elles, donc aussi bien de leur salon, de leur cuisine,
sur leur canapé avec un petit plaid, une petite tisane, une petite cigarette, les animaux de compagnie, les enfants aussi, pour ceux et celles qui ont des enfants en bas âge aussi, qui vont être pas loin dans une chambre, qui vont être normalement au lit à cette heure-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le groupe, il y a des personnes qui se connectent, qui sont dans tous les pays, dans tous les pays francophones, en France bien sûr, mais aussi au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, et quelques personnes du Québec aussi qui arrivent. Ça, c'est le premier avantage. Les interventions, en fait, sont enregistrées. Donc, les personnes peuvent avoir accès au replay, à la rediffusion, comme on dit au Québec, des ateliers. Sauf pour les causeries, une fois par mois, on fait une causerie en petits groupes parce que Zoom, vous savez certainement, mais on peut être en petits groupes de 3-4 où les personnes vont échanger. Cette semaine, on a fait ça sur le thème de la culpabilité, justement. Donc là, c'est pas enregistré, mais sinon, sur tous les autres ateliers, les enregistrements sont possibles et les gens, quand ils arrivent dans le club, ont accès à tous les enregistrements. Ensuite, j'étais à quoi 1, 2, 3, je vais peut-être en avoir 4. C'est sûr que de faire intervenir quelqu'un, ça demande des frais de déplacement. Si la personne devait venir à Metz, c'est toute une organisation. Il y a 3 semaines, on a fait intervenir Julie Moissan, qui est québécoise, qui est coach aujourd'hui et qui a perdu son mari à 10 ans, qui est tombée dans la drogue, dans l'alcool. Elle a expliqué comment elle s'en était sortie. Elle est à Montréal. Ça aurait été un peu plus compliqué de la faire venir à Metz. Il y aurait eu toute une organisation. Alors que là, je l'ai contactée à peu près un mois avant. Elle m'a dit « OK, on a calé une date » et elle a fait son intervention de chez elle, de son bureau à Montréal. Ensuite, le en ligne, le Zoom, c'est aussi un super levier ensuite pour se retrouver dans la vie là, physique, bien présente. Puisque moi, je pousse énormément à ça. Alors, j'organise des stages, des week-ends, mais j'encourage vraiment les personnes à se rencontrer physiquement. On a créé un annuaire, des Yellow Women, on est en train de devenir les Yellow, comme il y a des hommes qui arrivent, pour que les personnes puissent aussi échanger, s'appeler et se dire tiens, une telle habite pas très loin de chez moi, je vais aller la voir. Mais toutes les semaines, je peux vous assurer que je reçois des photos d'une dame de Marseille qui est allée à Paris voir une autre, etc. Et pour la petite histoire, qui n'est pas une petite histoire en même temps, l'année dernière, une dame, Sylvie, qui est en Haute-Savoie, est allée au Québec rencontrer une autre personne du groupe avec ses enfants. Donc il y a vraiment des liens forts qui se créent. Donc le Zoom alimente aussi les rencontres en présentiel et le présentiel réalimente aussi les rencontres en groupe. Voilà. Après, si vous voulez aller voir, il y a des témoignages de personnes que j'ai accompagnées, du club aussi en vidéo sur ma chaîne YouTube et sur Facebook, qui parlent encore mieux que moi de ce que peut apporter ce club en ligne. Voilà. Merci beaucoup à Rachel. Alors effectivement, c'est une autre expérience, c'est une autre façon de faire. Et si Rachel Galère n'était pas là pour nous le raconter, on ne l'aurait peut-être pas inventé les uns les autres. Et voilà, on pourra bien sûr voir les questions que ça peut poser, les interrogations. C'est d'ailleurs une question que je nous poserai à nous, vers vous. Merci beaucoup. C'est Daniel Gavard, voilà, qui, je vous le rappelle, elle d'ici, il n'est pas question de Québec, on est question de Rennes ou des environs. Voilà, et c'est une intervention sur l'écoute en ligne, voilà, ce qu'elle peut-être apporte. Voilà, donc je suis moi arrivée à Jalmaf 35 en 2017 et avec vraiment le désir de devenir accompagnante bénévole, donc j'ai suivi les étapes. Petit à petit, le groupe de parole arrivant, qui est ici très important dans la trajectoire de l'accompagnant bénévole, la formation initiale. Très vite, j'ai investi la formation continue par le module 1 d'accompagnement du deuil en individuel, le module 2 de la co-animation de groupes de parole de personnes endeuillées où je suis investie comme bénévole d'accompagnement. J'ai participé aussi à la formation « Osons parler de la vie et de la mort aux enfants et aux adolescents ». Et puis dernièrement,
j'ai participé et je me suis tout de suite investie dans cet outil-là, à écouter à distance pour accompagner. Il se trouve que je suis assez à l'aise avec le téléphone et je le suis d'autant plus qu'en plus de mon bénévolat, je suis aussi celle qui reçoit les appels téléphoniques de l'association sur le téléphone de l'association. Et donc je vais d'abord vous expliquer pourquoi j'ai investi cet outil. D'abord parce que je trouve qu'il y a une communication d'une intensité assez particulière que moi j'ai beaucoup vécu pendant le Covid avec mes amis. Et c'est surtout que je pense que ça offre la possibilité de laisser moins de personnes seules sur le chemin de leur souffrance. Parce qu'il y a des personnes timides qui ne vont pas oser prendre contact pour nous rencontrer. Il y a des personnes qui sont dans un état de mésestime de soi qui est tellement important qu'ils, pareil, ils ne vont pas aller vers le contact enfin la présence physique. Je pense aussi aux personnes plus isolées dans les campagnes qui ne possèdent pas de voiture, qui ne peuvent pas prendre de transport en commun ou qui sont à mobilité extrêmement réduite. Je pense aussi aux personnes très démunies matériellement et qui ne peuvent parfois même pas se payer un ticket de bus ou 2 tickets de bus pour faire l'aller-retour pour venir nous rencontrer. Et puis tant d'autres choses. Enfin, j'avais sur mon petit papier de référence d'autres exemples, mais qui ne me reviennent plus à l'esprit. Donc, ils reviendront après, oui, au cours des questions. Pertinentes. Et puis, j'ai pensé aussi pour Jalmalve que c'était un outil extrêmement intéressant parce qu'en fait, en tous les cas, à Jalmalve 35, nous ne sommes pas tant que ça de bénévoles, d'accompagnement bénévole formés à l'accompagnement des personnes en deuil, et que du coup, ça permettait aussi à des accompagnants qui sont en situation de professionnel de se saisir de cet outil-là pour pouvoir offrir plus de possibilités d'accompagnement. Et puis, ça fait un gain aussi qui n'est pas négligeable parfois en termes d'absence d'avoir à rembourser des frais de déplacement pour aller. Enfin, si je prends par exemple le département d'Ille-et-Vilaine, je ne sais pas exactement combien il y a de distance entre Redon et Saint-Malo, mais entre Rennes et Saint-Malo, il y a 3/4 d'heure pour y aller. Donc, ça veut dire 1h30 de transport, ça veut dire un certain nombre de frais de kilomètres, ça veut dire plus de temps de déplacement que de temps de présence auprès des personnes qu'on accompagne. Enfin, un gain aussi, enfin, en gain matériel et aussi en économie psychique, parce que c'est pas rien de se risquer à prendre la voiture pour aller si loin alors que le téléphone est à notre disposition et que pour certaines personnes, ça convient vraiment bien de ne pas se voir. Donc, voilà ce que j'ai proposé à mon association qui a accepté que je puisse proposer cet outil-là. D'ailleurs, maintenant, ça apparaît aussi dans notre plaquette, enfin peut-être pas dans notre plaquette, mais sur le site internet qu'on a créé. Alors, ce qui est très particulier dans l'accompagnement téléphonique, c'est que on est tellement habitué comme bénévole à être dans la présence, dans la proximité physique, dans l'échange de regards, que ça oblige, et il faut faire le pari que ça va marcher, à se décentrer de ces représentations traditionnelles de l'accompagnement. Parce que on ne voit pas les gens. Alors, le seul outil sensoriel qui est requis, c'est pour l'accompagnant son oreille, son écoute. Pour l'accompagner, c'est aussi sa parole et son écoute. Et de fait, ça crée vraiment un rapport de symétrie par rapport à tous les inconnus.
Et on ne verra jamais mon visage, on ne saura jamais si je suis grande ou petite, on ne saura jamais à quoi je ressemble. Et moi, de mon côté, pareil. Et pour autant, ça va permettre une communication, je pense, pour certaines personnes, et y compris aussi pour l'accompagnant, d'une intensité beaucoup plus, d'une intensité y compris émotionnelle, beaucoup plus importante, parce qu'on n'est pas parasité par l'environnement. On ne sait pas si les gens qui nous parlent sont debout, sont assis, et eux non plus, réciproquement. Ils ne savent pas si, par exemple, je déambule dans la pièce où je suis avec le téléphone pour parler. On ne sent pas les odeurs. On est tout de suite, et je me souviens, c'était Guillaume Gillet, qui est le formateur de cette formation à l'écoute à distance, disait qu'il y a des études scientifiques qui montrent bien que, en fait, l'outil qu'est le téléphone devient une prolongation, et moi je le vis comme ça, une prolongation de notre corps, au point qu'on se confond avec l'appareil et on est dans un rapport de proximité presque immédiate avec la personne qu'on écoute. Et j'ai jamais demandé aux personnes comment évidemment elles ressentaient les choses, mais et alors donc je bafouille. Il se trouve que je vous disais tout à l'heure, enfin ça m'évoque ça, que je tiens le téléphone de l'association. Ce qui fait que je ne sais jamais qui y appelle, ni pourquoi. Par contre, et je pense que c'est le changement d'espace de mon accompagnement qui propose ça, j'entends tout de suite, quand il y a une demande d'accompagnement du deuil, parfois c'est une demande d'accompagnement très précise, les gens disent un peu leur objectif, je réponds, je diffère en disant je vais voir auprès de mes camarades de Jalmave qui pourraient éventuellement vous rencontrer, on fixe une autre date de rendez-vous pour que je puisse proposer quelqu'un. Mais il y a des personnes, tout de suite ça s'enclenche. Et moi, alors entre autres, parce que j'entends, je n'ai jamais été accompagnée. C'est souvent des personnes qui appellent pour un accompagnement parce que dans leur accompagnement de fin de vie, cet accompagnement a été douloureux et du coup le deuil est d'autant plus douloureux que l'accompagnement de fin de vie de la personne qu'elles ont perdue a été douloureux. Et quand j'entends ces mots-là, je sais tout de suite que ça va se prolonger. Et à la fin de nos échanges, on vous remercie, c'est la première fois qu'on m'accompagne. Donc, je suis vraiment encouragée à prolonger. Après, mais c'est exactement la même écoute que dans l'accompagnement en présence, sans cette particularité du regard et de l'échange de regards, des odeurs, tout ça, de ce qu'on capte du vivant de l'autre. Pourtant, l'autre qu'on ne voit pas est vivant. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et donc, ça se conclut aussi je crois que moi, j'ai eu jusqu'à présent des échanges qui ont duré 3/4 d'heure, 1 heure. Ça se conclut de la même manière, c'est prévenir, avoir la délicatesse de prévenir que l'échange va s'interrompre. Le fait que aussi proposer soit de continuer d'accompagner avec cette modalité-là de rencontre, soit proposer l'accompagnement individuel, soit à ce que la personne intègre un groupe de parole. En fait, c'est surtout l'appelant qui a la maîtrise de ce qui se passe, puisque c'est lui qui nous a demandé, mais qui nous a sollicité aussi dans la spontanéité et puis dans l'improvisation. C'est une co-improvisation vraiment plus radicale, je trouve, que dans l'accompagnement en présence. Et évidemment, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais bon, c'est pas grave.
Rachel, je vais vendre ma partie supplémentaire à Rachel, qui n'a pas eu peut-être le temps, comme dans les contrats d'énergie, vous savez, quand on se, se revend sa part. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, même si cet accompagnement est assez particulier, je pense, enfin, rien n'empêche, et surtout pas, de saisir les groupes de parole qui sont proposés aux accompagnements des personnes en deuil pour venir parler de ce qui nous a traversé. Mais c'est enfin, comment dire, je pense que ça n'est pas les mêmes émotions parce que, justement, je pense à un appel en particulier où la dame qui avait très mal vécu l'absence d'accompagnement de la fin de vie de sa maman, hurlait au téléphone, pleurait au téléphone, rejouait tout ce qui avait pu se passer dans l'EHPAD où était accueillie sa maman. Et je pense qu'elle s'autorisait aussi à ça parce que justement, je ne voyais pas son visage. Parce que un visage en souffrance, en hurlement et en larmes se déforme au point qu'on peut très bien aussi dans le présentiel ne pas oser se montrer en laideur éventuelle à la personne qui nous accompagne et qui nous voit. Là, il y a une absence comme ça de captation des choses, de la déformation du visage. Et je pense aussi que ça offre plus de liberté et d'expression des émotions et de la parole. Voilà ce que je voulais vous dire. On avait dit, hein, c'est accompagner plus, accompagner mieux. On entendait ces deux dimensions supplémentaires avec peut-être plus de liberté. C'est tout à fait extraordinaire. Et la qualité du silence qui règne de ce côté-là était magnifique. Tout le monde se disait, mais c'est pas possible, c'est vrai. Suzanne Klein, maintenant, troisième regard à travers l'expérience de ce qui a été d'accompagner avec une plateforme, ce n'est pas tout à fait le même support, qui a été mis au point par Mieux traverser son deuil. Je ne sais pas si c'est pour dire la même chose ou quelque chose d'un peu différent. Non, pas la même chose. Est-ce qu'à la régie, on peut passer la vignette? Merci. Alors, Rachel a parlé de... Ah ben du coup, je ne la vois plus. Rachel a parlé de l'accompagnement par visio. Daniel a développé par téléphone. Et moi, je vais parler d'un accompagnement possible par deuil, par chat, à travers la plateforme Mieux traverser le deuil, où j'accompagne en tant que bénévole Jalmalve. Je le fais au titre de Jalmalve, mais pour la plateforme Mieux traverser le deuil, que je vais raccourcir en disant MTD. Alors MTD, c'est le premier service d'accompagnement de deuil de personnes endeuillées qui a été mis en place sous forme digitale. Et MTD a été fondé exactement il y a 3 ans, ou a ouvert exactement il y a 3 ans, en avril 2020. Rappelez-vous le contexte, on était en plein confinement Covid avec tout ce que ça a entraîné d'anxiété, d'incertitude sur la suite, comment ça allait continuer, et surtout comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut faire avec toutes ces personnes endeuillées dans des conditions tragiques pour les accompagner. Donc la plateforme a ouvert en avril 2023 avec comme objectif, je n'ai pas mis sur la diapo, pour que plus aucune personne endeuillée ne se retrouve seule face à sa souffrance. MTD a un statut associatif, une centaine d'associations engagées dans l'accompagnement du deuil ou de personnes endeuillées est liée à MTD. Et la plateforme a reçu le parrainage du ministère de la Santé et elle est chapeautée par un comité d'éthique composé de 2 personnes dont on a déjà, dans l'une en tout cas on a beaucoup parlé, Tanguy Châtel, sociologue, chercheur, spécialiste des questions de deuil et de fin de vie, de soins palliatifs, qui a ouvert le congrès l'année dernière à Évian, fait partie du comité d'éthique, et Christophe Fauré, donc on l'a cité abondamment, psychiatre, psychothérapeute, spécialiste de l'accompagnement du deuil, qui a écrit notamment un livre qu'on trouve ici, un livre référence, « Vivre le deuil au jour le jour ». Alors concrètement, comment ça fonctionne? Je vais me placer du côté de l'appelant.
Je vais supposer que je suis en deuil et il n'y a aucun filtre à ce niveau-là. Ça peut être le deuil d'un conjoint, d'un enfant, d'un grand-parent, d'un ami, d'un collègue. Ça peut être un deuil par maladie. Et au début, le Covid était fortement présent dans les accompagnements. Ça peut être par suicide, par accident. Enfin, encore une fois, il n'y a pas de filtre. Ça peut être des deuils récents, mais aussi des deuils anciens. On a des appelants qui appellent et qui déposent des deuils qui datent de 20 ans, 25 ans, 30 ans. C'est absolument stupéfiant de voir le poids qui a été traîné pendant toutes ces années. Et en tapant le mot deuil dans mon moteur de recherche, je vais trouver MTD, Mieux traverser le deuil, dans l'une des toutes premières références. Et à ce moment-là, ce que je peux faire, on va peut-être montrer la deuxième diapo. Moi, je n'ai pas de télécommande, donc c'est la régie qui va... Merci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais bon, c'est un petit peu un éventail de ce que MTD propose. Je ne présente pas tout, je reste sur le chat. En tout cas, je peux lire des articles qui sont très bien faits, thématiquement, très bien structurés. Je peux regarder je peux lire des témoignages aussi sur des situations qui se rapportent à la mienne ou qui sont les plus proches de la mienne. Je peux m'inscrire à un parcours d'accompagnement, soit de 5 jours, soit de 10 jours, selon le cas. Ça veut dire que c'est gratuit, tout ça. Ça veut dire que je vais demander à recevoir chaque jour dans ma boîte à lettres électronique une vidéo de 4-5 minutes qui est présentée en général par Christophe Fauré lui-même et qui ponctue là aussi, qui structure le chemin du deuil possible et où la personne va pouvoir trouver des ressources. Et enfin, non, ça je l'ai dit, regarder des vidéos, c'est un petit peu le même principe, sauf que là, c'est moi qui les regarde sur l'ordinateur. Et pendant tout ça, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, un petit automate qui m'envoie le message suivant. Vous traversez une période de deuil, vous avez besoin d'en parler, nos écoutants formés se tiennent à votre disposition. Souhaitez-vous un échange ? Et donc, je peux répondre par oui ou par non. Donc, je suppose toujours que je réponds oui. Et la plateforme ou le moteur là, me propose 3 modalités par visio, donc les caméras sont ouvertes, par téléphone, mais c'est évidemment le téléphone de la plateforme, en aucun cas le téléphone personnel, même s'il y a quelques visiteurs un peu tordus qui demandent « donnez-moi votre numéro, on s'appelle », non, c'est par la plateforme, ou alors par chat. Et donc je vais rester là sur le chat, d'autant plus que, étonnamment, en tout cas ça a été un grand étonnement, quand on a découvert et commencé à utiliser cet outil-là, 90% des appelants choisissent le chat. Donc l'échange par clavier, par écriture, avec tout ce que ça suppose de temporalité et de rythme différent du rythme et de la temporalité de la parole ou du direct. Donc à partir de là, moi je vais passer de l'autre côté de l'écran, je redeviens l'écoutante que je suis, et donc je vois qu'un visiteur arrive, ce qui est la plupart du temps une visiteuse. Je me présente, par exemple, bonjour, je suis Suzanne, je suis disponible pour échanger avec vous. Souhaitez-vous me faire part de ce que vous traversez en ce moment ? Et l'échange peut démarrer. Je vous rappelle le contexte, c'est vraiment important. Il y a 3 ans, personne, peut-être sauf dans le monde de l'entreprise, mais dans le monde associatif ou le monde des particuliers, personne ne pouvait concevoir qu'on pouvait accompagner à distance et encore moins par chat. C'est vraiment, je crois qu'il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. Oui, c'était quelque chose d'inconcevable, de pas possible tout simplement. Bien, ce que je peux dire, c'est qu'on a tous beaucoup appris. L'expérience et la pratique a montré que ces accompagnements-là, par chat, sont de véritables rencontres, sont des moments où l'émotion passe. Alors, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit là, parce que je me retrouve complètement dans ce dont vous avez pu témoigner. En tout cas, que l'effet bénéfique, bienfaisant, apaisant, qui est procuré par cet échange sous forme de chat, est absolument présent. Et tous les témoignages en témoignent. Et c'est même quelque chose que Tanguy Châtel commence à théoriser, parce que c'est encore une fois quelque chose qui a été une découverte, un étonnement, mais qui continue et dont on va pouvoir faire quelque chose. Je précise encore que c'est une écoute de première urgence, ce que propose MTD. Ce n'est pas un accompagnement associatif ou un accompagnement thérapeutique, même si les effets, on l'a dit ce matin, peuvent être thérapeutiques, mais c'est un accompagnement de première urgence qui vise à simplement permettre à la personne endeuillée de déposer sa souffrance, de mettre des mots sur ce qu'elle vit, de dire ses émotions.
Et je peux vous garantir que tout comme par le téléphone, par l'écrit, on entend les pleurs, on entend les larmes, on entend la souffrance. Je voudrais illustrer simplement avec 2 conversations que j'ai eues. Je n'ai choisi 2 parmi des centaines, et tout ce qui a été dit depuis hier et ce matin m'a fait penser à beaucoup d'autres conversations aussi, mais je vais en choisir 2 simplement. L'une que j'ai eue au tout début de ma présence sur la plateforme, j'avais peut-être 15 jours ou 3 semaines d'expérience, pas plus, et l'autre qui est toute récente, 15 jours en arrière. La toute première, donc il y a 3 ans, c'est une jeune fille qui appelle, une très jeune fille, 18-20 ans, très en colère, très en souffrance. J'ai été larguée par mon amoureux. Et elle me raconte comme il a été un salopard, je cite, comme il l'a trahi, comme il l'a humilié, et ça tourne en boucle là autour. Et moi, avec mes 15 jours d'expérience, je me disais dans ma tête, elle s'est trompée d'endroit, ça n'a rien à voir avec la plateforme pour le deuil. Moi, je ne suis pas à ma place non plus, qu'est-ce que je fais ? Elle parle, elle parle, elle parle. Je reste près d'elle, je reste avec elle dans l'écoute et j'allais dire la compassion, je ne sais pas si c'est l'empathie, on va dire, jusqu'à ce qu'à un moment, elle dise la chose suivante, toujours très en colère, très enragée. Ah, puis c'est toujours la même chose, toujours la même histoire avec les hommes. Mon père nous a largués quand j'avais 3 ans, il m'a trahi, il m'a abandonnée. J'ai simplement pu pointer à ce moment-là. D'abord, j'ai compris qu'elle parlait de deuil, qu'elle parlait d'une perte, qu'elle parlait d'un manque. Et entre-temps, depuis, les personnes, par exemple, qui nous parlaient de deuil animalier, la question ne se pose plus, ce sont de vrais deuils. Je reviens à cette jeune fille. J'ai simplement pointé le lien qu'elle faisait entre ces 2 situations. Et je l'ai invitée à travailler cette problématique-là avec un professionnel pour qu'elle puisse grandir dans sa vie de femme et avoir choisir plutôt une relation avec un homme qui ne soit pas entaché de ce péché originel en quelque sorte qui la troublait tant. La deuxième conversation que je peux choisir date d'il y a 15 jours. Une femme qui devait avoir dans les 45-50 ans, écrit, appelle, on dit appelle mais elle écrit, son conjoint venait de décéder relativement récemment d'un cancer. Et elle raconte que dans les derniers jours, le médecin la prend à part, lui dit qu'on arrive au terme de la maladie, et lui dit clairement, il ne faut absolument rien dire, vous ne dites rien à votre mari, il ne doit pas savoir. Elle s'insurge en disant, mais mon mari veut savoir, on en a parlé souvent, je le sais, il veut connaître l'évolution de la maladie, il faut lui dire. Le médecin, du haut de son expertise médicale, refuse catégoriquement en disant « ça va créer de l'angoisse, ça va créer des troubles respiratoires ». Pas question de lui dire. La femme capitule, le mari meurt. Et elle écrit 3 semaines après, dévastée par ce sentiment qu'elle a de l'avoir trahi, de n'avoir pas pu lui dire au revoir. Et l'échange a porté là-dessus. Et pour terminer, je vais redonner la parole aux appelants pour vous donner quelques retours qui sont pratiquement, 9 fois sur 10, de la même nature. Quand la conversation est terminée, le robot envoie, à partir d'une commande donnée, envoie un questionnaire à l'appelant. Et une des questions posées est la suivante, qu'est-ce que cette conversation a pu vous apporter ? Donc simplement quelques témoignages de la part des appelants, très représentatif de ce qui nous est renvoyé à nous en direct à la fin d'une conversation. Un temps de douceur, baigné de larmes qui ont pu s'apaiser au fil de l'échange. J'ai pu me rendre compte que ça n'était pas de ma faute. Des gestes concrets à réaliser qui vont m'aider à sortir de la sidération pour me remettre en route. Un grand réconfort pendant un moment de solitude et d'extrême désespoir. Bienveillance, chaleur, apaisement. Merci pour votre écoute. Merci. Et alors, du coup, je vous propose une question, mais qui est à partager entre vous qui avez parlé ou entre ceux qui n'ont pas encore parlé.
une des caractéristiques, c'est, il me semble que ça rend accessible une écoute à des personnes qui ne seraient pas venues, soit qu'elles soient trop pauvres, soit qu'elles n'aient pas les équipements, soit qu'elles n'auraient pas fait la démarche. Autrement dit, est-ce que c'est si surprenant, car c'est surprenant quand on vous écoute, que ce soit une façon de faire qui donne le chemin à des gens qui sinon ne seraient pas venus? Est-ce que c'est tellement surprenant ou est-ce qu'au fond, c'est logique? Parce que pour moi, c'est une surprise du premier coup. Un commentaire, si vous en avez un, tel que vous le voyez, à travers les 3 récits qui nous ont été offerts. Je ne vous dis pas ce qu'elle a dit. Alors, comment dire? C'est pas surprenant, ça ne m'a pas surprise suite à la formation que j'avais faite. Parce que dans cette formation, en tous les cas, notre formateur nous avait bien préparé à l'imprévu de la demande, à la situation dans laquelle on serait mis face à cet imprévu, là, un appel téléphonique qui va se transformer en échange et en accompagnement, parce qu'on avait aussi été, il nous avait bien sensibilisés, mais les uns les autres, par les questionnements qu'on avait par rapport à cet outil, les appréhensions ou pas, etc., au fait qu'on allait être convoqués à une place et à une écoute différente. Et de fait, ça ne semble plus extraordinaire que de penser que cet outil va être un intermédiaire, un médiateur possible de la rencontre pour des gens. Surtout, moi je le mets aussi en rapport avec le Covid. C'est-à-dire qu'on était tellement privés de cette possibilité de rencontre qu'il ne restait plus parfois que le téléphone pour communiquer. Moi, je l'ai vécu comme tel. J'avais des conversations avec des amis qui duraient 1h30 en abordant des sujets qu'on n'aurait peut-être jamais abordés autrement. Et cet outil-là, c'était un bijou à notre disposition. Moi, je voudrais simplement dire que, alors surprise ou pas, je ne sais pas, on a dû apprendre. Et encore une fois, on a beaucoup appris. Mais ce que ça veut surtout dire, c'est à quel point les personnes endeuillées ont besoin de trouver une écoute, ont besoin d'avoir quelqu'un en face, peu importe le support. Et je repense du coup à Tanguy Châtel, qui l'an dernier, dans son introduction, en tout cas c'est ce que j'en ai retenu, je l'ai vu en décalé, disait qu'il faut absolument que Jalmav, mais les associations en général, rentrent dans le rythme du monde, et le monde change. Et à quel point il faut qu'on s'intéresse à ces nouveaux supports de communication, d'échange, de médiation. On l'a dit beaucoup, on l'a redit hier et aujourd'hui. Peut-être juste pour illustrer, je reviens du coup à mieux traverser le deuil. Une des ressources que je n'ai pas citées avant, mais dont je parle maintenant, une des ressources que Mieux traverser le deuil propose, c'est un Facebook privé, donc un groupe de personnes ouvert uniquement aux personnes endeuillées qui sont venues sur la plateforme et qui peuvent donc s'inscrire. Il y a un filtre pour que n'importe qui n'y aille pas. Donc, ces personnes se retrouvent entre elles et prolongent, encore une fois, c'est la suite de ce que tu disais toi, peuvent prolonger l'échange qu'elles ont eu avec un écoutant. Elles peuvent le prolonger avec les 3500, il y a actuellement 3500 personnes endeuillées qui sont sur ce Facebook privé et qui mènent leur vie et qui se rencontrent. On a des témoignages aussi de rencontres physiques suite à ça. Donc, je crois que c'est surtout, ça dit le besoin que ça représente. Non, je ne vais rien en ajouter de plus, mais c'est vrai qu'en 2017, moi, quand j'ai lancé le groupe en ligne, j'ai été un peu regardée de travers, en disant c'est pas possible, ça fonctionnera pas. En tant que sophrologue, dans la manière où j'avais été formée, c'était hors de question. En plus, je dis j'envoie les séances en individuel aux gens, ils sont très contents parce qu'ils peuvent refaire la séance, réécouter ce qu'on s'est dit, etc. J'ai été vue avec des yeux, mais vraiment. Et c'est vrai, quand la Covid est arrivée, il y a des gens qui m'ont contacté en me disant « Mais comment tu fais, toi ?» Je dis « Je continue ce que je fais depuis 2017. » Et c'est vrai que cette Covid,
ça a été dur, ça a été violent, mais je pense qu'on a, voilà, on a dû s'adapter et il y a aussi du positif qui est ressorti de ça. Moi, en 2017, je faisais, avec mon adjointe administrative, je lui cassais les pieds pour faire des tutos pour les gens pour aller sur Zoom. Et ben avec la Covid, j'avais plus besoin de tutos parce que tout le monde savait comment se connecter sur Zoom. Donc, on voit les capacités d'adaptation et comment on peut voilà, faire autrement. Et c'est complémentaire aussi à du présentiel. Je trouve que ça ouais, intéressant. En fait, la pression ou l'attente était là, beaucoup plus forte, beaucoup plus vaste, et ce média-là permet vraiment un accès plus direct, là où une démarche physique personnelle avec un déplacement ne se serait peut-être pas faite. C'est évidemment pour ça que c'est passionnant d'écouter ça, parce que notre sujet, le deuil, c'est pas un sujet où on va chercher les personnes par une démarche et on n'a pas de lien avec eux. C'est si elles nous trouvent, il peut se passer quelque chose, encore faut-il qu'elles nous trouvent. C'est pour ça que je pense que c'est important. Une deuxième question, parce que je trouve ça très important dans ce que vous dites, c'est comme si on écoutait presque de plus près, c'est comme si j'entendais plus de choses que dans le face-à-face, parce qu'on n'est pas gêné par nos images respectives, etc. J'ai beaucoup aimé ce que Daniel disait en disant avec le téléphone, on est vraiment pour le coup tout près. On est dans une proximité plus grande encore que la proximité physique. Là aussi, surprise, un commentaire, parce que c'est un peu contre-intuitif de se dire que par ce moyen, en fait, on est au moins aussi proche et peut-être mieux à même d'entendre l'indicible ou le presque pas dit. Voilà, j'aimais beaucoup quand vous disiez « je les entends pleurer » dans le chat. Alors que le chat, vous êtes et l'un et l'autre en train d'écrire tour à tour. Je les entends pleurer. Il y a une intensité d'émotion qui est complètement dépouillée du parasitage, c'est pas négatif, hein, mais de la vision, l'œil n'est pas là. Il y a l'écrit, il y a les mots cette fois-ci. Hein. Moi, je ne suis pas dans le téléphone ou dans la visio. Il y a les mots et le rythme. Encore une fois, la temporalité, c'est important. On voit, vous savez, il y a les petites vagues. Hein, quand la personne, l'appelant, écrit, on voit des petites vagues. Pendant ce temps, il y a des choses qui s'élaborent là-haut. On attend. Ce qu'elle écrit n'est pas forcément ce qu'on imaginait être le fil de la conversation précédente. Mais l'écoutant que je suis, on s'adapte sans cesse. On navigue dans ces petites vagues, justement, qui sont faites avec cette intensité du choix des mots, avec une délicatesse énorme. Parfois, on risque un mot et puis il y a un grand silence. Il n'y a plus de petites vagues en face. Est-ce que ce que j'ai dit vous blesse? Est-ce que je suis allée trop loin dans ce que j'ai écrit? Non, c'est juste que ça me fait réfléchir. Enfin, il y a une sorte d'échange qui est d'une nature complètement nouvelle et différente, qui passe par les mots, avec beaucoup de respect, beaucoup de délicatesse, beaucoup d'empathie, encore une fois, puisque je le répète, la souffrance, quand elle dit, par exemple, j'ai mal à m'en déchirer le cœur, je pleure toutes les nuits, je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer, est-ce que c'est normal, est-ce que je peux pleurer? Mais oui, et on le dit et ça fait du bien. Moi, je ne peux pas le dire autrement, sinon on continue. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que, puisque Olivier posait la question sur être étonné que ça puisse marcher, je pense que les appelants doivent être, enfin, je ne les rencontrerai pas, mais doivent être étonnés eux-mêmes que ça puisse marcher et qu'ils puissent se sentir, puisque c'est ce dont ils témoignent à la fin, se sentir écoutés, respectés, accompagnés. Je pense qu'ils s'y attendaient pas. Et ils découvrent aussi eux-mêmes que il y a une écoute réelle, concrète, enfin presque physique. De toute façon, ils parlent. Enfin, c'est quand même leur corps qui parle, même si on ne le voit pas. Et ils savent qu'on a un corps, même si ils ne le voient pas. En fait, je pense qu'on va d'étonnement et de découverte réciproque en cheminant en même temps que l'accompagnant accompagne et que l'appelé s'exprime sur... Et que ça, c'est...
Moi, je ne alors là où ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ce soit physiquement pour moi accompagnante encore plus intense à vivre que dans le présentiel. Oui, moi, ça m'a fait penser en vous écoutant à peut-être tous ces ados, tous ces plus jeunes que quelquefois on a du mal à capter sur des groupes d'accompagnement ou sur un accompagnement plus individuel. Quand Daniel, tu disais que le téléphone, tu avais l'impression que c'était un prolongement, c'est ce que les jeunes aujourd'hui décrivent, ce téléphone comme un prolongement d'eux-mêmes. Et je trouve que du coup, c'est quelque chose qui serait intéressant à explorer, à proposer en termes de générations plus jeunes, parce que voilà, ça me semble parfaitement adapté et intéressant. Oui, moi, surprise, moi, c'est vraiment le chat que ça soit prolongé après le Covid, hein, parce que ça a démarré vraiment pendant le confinement, mais que ça continue à être le canal privilégié de communication des endeuillés qui se connectent à cette plateforme. Mais en revanche, pour l'écoute téléphonique, j'en suis, ça me surprend beaucoup moins, parce que là où je travaillais donc au Québec, à la Maison Montbourquette, c'était vraiment le premier service. C'était la ligne d'écoute téléphonique qui était ouverte de 10h à 22h tous les jours. Et voilà, et c'est pas un service au rabais. C'est pas uniquement pour des personnes qui peuvent pas se déplacer. C'est vraiment une disponibilité tous les jours, et aussi avec un bénévole différent à chaque fois. Parce que moi, c'était donc vraiment une volonté de l'association aussi de potentiellement, de pas faire de suivi téléphonique, mais que ce soit l'occasion de raconter son deuil, éventuellement à nouveau, en repartant de zéro à chaque fois. C'était vraiment une volonté de Jean Montbourquette. Il disait, mais non, l'important, c'est de raconter son deuil. Et même si on le raconte 12 fois et qu'on reprend à zéro, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être très différent. Ça doit être des suivis, j'imagine, pour vous. Mais voilà. Donc, il y a encore d'autres apports. Voilà. Alors, merci. Et puisque ce point est évoqué, ça va nous faire glisser peut-être sur la deuxième séquence où on va reprendre encore d'autres nouveautés. Moi, je veux juste tirer une sorte d'enseignement. Il me semble qu'à travers vos expériences via le numérique sous ses différentes formes, c'est l'appelant qui est encore plus à l'initiative de ce qui peut se passer. Il est encore plus important que l'écoutant, ou que l'écoutant ne l'est dans les situations plus classiques que nous connaissons en face à face. Alors, je vous propose qu'on avance d'un cran avec un coup d'œil sur d'autres aspects qui peuvent nous enrichir sur le accompagner plus, accompagner mieux et autrement. Et ce sont trois personnes qui n'avaient pas eu encore le temps de s'exprimer, sauf que Laure Leslie a commencé, et je vais lui repasser le micro après. Je vous les représente juste très rapidement. Laure Leslie qui a travaillé au Québec, et elle est venue du Québec, pas spécialement pour nous, mais elle était revenue en France entre-temps, mais il n'y a pas si longtemps qu'elle y était, et elle va pouvoir effectivement présenter ce qui était l'originalité d'une expérience qui prend le nom de celui qui l'a fondée, qui est un nom que je vous demande d'écouter, car ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas facile à entendre. Il s'appelle Jean Montbourquette. Oui, il n'y a pas de T, là, vous voyez, mais c'est comme ça. Sinon, c'est cette prononciation bizarre. C'est pas un patronyme très connu, très répandu, mais voilà. Montbourquette. Même les Québécois n'arrivaient pas à prononcer. Voilà. Mais néanmoins, ça n'empêche pas certaines associations d'avoir le vent qui pousse, d'avoir un nom imprononçable. C'est pas le souci. C'est vrai, c'est vrai. Il y aura aussi Fanny Larue qui avait fait le commentaire, qui est là complètement à votre gauche pour le coup. Fanny Larue qui est juriste, qui est sémiologue et qui a travaillé dans différents sujets proches de nous, qui a aussi suivi un DU de deuil à Paris-Saclay et qui pourra évoquer ce qui est quelque chose de très différent, qui est comment un collectif d'associations qui se réunissent sur le deuil peuvent peut-être prétendre, espérer, fonctionner autrement et apporter quelque chose qu'on n'aurait pas su inventer tout seul. Et puis il y a Guy Hinault, il n'y a pas de doute, c'est le seul homme de la bande, donc vous voyez où il est. Guy, qui est un bénévole de je ne sais plus, mais si, je ne sais plus, de la Vendée. De la Vendée, merci, qui est venu pour ça. En Vendée, où il y a des accompagnements de groupe, des accompagnements individuels, mais Guy Hinault va pouvoir nous apporter une expérience originale. Ne partez pas, ne mettez pas votre sel. Néanmoins, c'est une histoire qui met les chevaux en jeu pour leur capacité à accroître la relation avec des personnes en deuil. Alors là, on va vraiment vers des choses vraiment nouvelles. Alors, Laure Leslie, si
je Merci. peux te passer la parole, de dire qu'est-ce que c'était que cette approche de Jean Montbourquette sur le sujet. C'est ce qu'elle vient de commencer à évoquer. Merci. Merci, bonjour à tous. Donc moi j'habite Marseille actuellement là depuis 5 ans et je suis, mais c'est pas ce dont je vais vous parler, mais sinon je travaille à mi-temps dans une association de pompes funèbres à but non lucratif pour lequel je m'occupe de la partie communication et la mission parler de la mort, ce qui fait partie une des 2 missions en plus des pompes funèbres. Voilà, l'animation de journées sur la mort pour notamment des accompagnants de personnes en deuil. Voilà, et donc auparavant, j'ai habité 10 ans au Québec pour des raisons familiales et par le biais des hasards, des rencontres, voilà, j'ai eu l'occasion d'être bénévole puis salariée dans un organisme qui est situé à Montréal, qui a fermé ses portes, je commence par dire malheureusement à la fin, il y a 3 ans, mais qui était vraiment un organisme de référence au Canada francophone, qui s'appelait la Maison Montbourquette, donc du nom de ce Jean Montbourquette, qui est décédé il y a une 12aine d'années, 11 ans, qui était à la fois psychologue, conférencier, auteur et prêtre. Voilà, il a cette double casquette et c'était un des pionniers dans les groupes de soutien pour personnes en deuil au Québec. Voilà, et donc l'organisme dans lequel j'ai été investie durant des années, donc il y avait jusqu'à 80 bénévoles et 10-12 salariés, donc c'était vraiment un gros organisme. Il a été fondé pour lui rendre hommage. Lui ne faisait pas partie de cet organisme. Alors, donc, je voulais vous présenter un peu les différents services qui existaient, parce que je trouve que c'était vraiment... il y avait une grande panoplie de services, et c'était... voilà, riche et varié. Donc j'ai dit que le premier service qui a été ouvert, c'est la ligne d'écoute, et en plus d'un répertoire de l'ensemble des ressources associatives et professionnelles d'accompagnement du deuil au Québec. Donc auquel pouvait accéder l'ensemble des personnes en deuil qui contactaient cette ligne d'écoute, donc 1888 le deuil, avec des bénévoles bien formés et qui étaient présents donc voilà, toute la journée jusqu'à 22h, y compris le week-end, avec des créneaux de 4 heures, et ça avait lieu à chaque fois dans les locaux de l'association à Montréal. Donc c'est vraiment, on avait pignon sur rue, c'était un organisme qui était vraiment connu et qui les gens se déplaçaient, donc pas pour les bénévoles se déplaçaient pour venir répondre au téléphone, et les autres services c'était des accompagnements individuels, donc à la fois par des travailleurs sociaux et quelques bénévoles. Voilà, et des bénévoles bien formés aussi, et une musicothérapeute, une art-thérapeute, et il y avait également donc des groupes de soutien sous différentes formes, donc groupes mensuels ouverts pour toute personne, quel que soit le deuil, l'ancienneté, etc., donc sans inscription préalable. Et après, la spécificité, c'était aussi ces groupes de soutien fermé, même si le terme est un peu, ça me paraît péjoratif de dire fermé, mais bon, sur inscription aussi et entretien préalable. C'est une démarche de groupe qui avait lieu sur 12 semaines. Voilà, une rencontre chaque semaine, donc soit l'après-midi, soit le soir, avec un thème à chaque fois. Donc c'était vraiment un parcours pour lequel Jean Montbourquette avait vraiment écrit un livre sur l'animation des groupes d'entraide. Et voilà, donc il y avait des groupes à la fois. Ce matin, on a parlé de l'idée de mélanger ou non des deuils entre guillemets différents. Nous, on a eu différents. Il se trouve qu'on avait la chance d'avoir un grand bassin de population qui connaissait l'organisme, et donc on organisait plusieurs groupes par an, plusieurs groupes par année, et y compris donc des groupes de parents en deuil, des groupes pour enfants. On a eu l'occasion, il y avait des groupes entre guillemets tout public, des groupes pour, on a fait quelques groupes pour endeuiller suite à une mort traumatique, donc ça pouvait être à la fois suicide, accident, homicide, voilà, mort subite, voilà, qui peut avoir quelques caractéristiques communes, et également des groupes pour hommes qui ont eu lieu au fil des années. Voilà, et donc l'originalité aussi de cette pédagogie donc de Jean Montbourquette, c'est que lui, son apport vraiment, ça a été d'unifier la psychologie et la spiritualité. Donc
tout ça, tout en étant prêtre, eh bien, c'était vraiment pas destiné, c'était pas une démarche religieuse du tout. D'ailleurs, le Québec est une société très déchristianisée. C'est vraiment à destination de tous, mais dans cette démarche, notamment de groupe, même individuelle, eh bien, après avoir abordé des étapes, des aspects psychologiques, eh bien, petit à petit, mais vraiment au rythme de la personne, eh bien, on abordait la question du sens de la perte, par exemple. Donc, une des questions, c'est est-ce que vous avez, bon, après de longs mois, évidemment, c'était pas au début, hein, mais est-ce que vous avez, à travers cette épreuve, pu découvrir de nouvelles ressources en vous? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Et un de ces apports aussi, ça a été d'aborder la question du pardon. Donc voilà, les pardons à accorder ou à recevoir. Voilà. Et donc c'est un homme aussi de rituel. Donc il y avait vraiment un rituel qui était proposé, que ce soit en groupe ou individuellement, à ces personnes qui venaient dans l'organisme. Et également, la dernière étape importante qu'il a vraiment beaucoup développée, c'est l'héritage spirituel. Donc aussi sous forme de rituel, mais qu'est-ce que j'ai pu recevoir en héritage, quel est le talent, la qualité particulière que j'ai projeté chez le défunt et que je me réapproprie, que je reçois en cadeau après avoir traversé l'ensemble de ces autres étapes qui sont bien sûr des points de repère et pas un passage obligé. Voilà, donc c'est un petit peu cette originalité. Voilà, donc au Canada, malheureusement, effectivement, ça a fermé, mais en France, et en Belgique et en Suisse également, il y a un organisme qui s'appelle Estimam, que Jean Bourquette avait créé avec une Belge avec qui il a travaillé longtemps, qui forme des animateurs à cette approche, donc qui réunit psychologie et spiritualité dans le domaine du deuil, mais également sur d'autres sujets que sont l'estime de soi, le pardon, la mission, voilà, et d'autres sujets comme ça. Mais voilà, donc il a écrit, donc Jean Bourquette, sur le deuil. Un de ses livres qui est le plus connu, c'est Aimer, perdre et grandir. Je pense que certains doivent le connaître. Que voulais-je dire? Je crois que c'est peut-être tout. Voilà. Eh ben, merci déjà pour ce premier dire où il y a déjà beaucoup. Merci beaucoup. Même si on peut pressentir qu'il y aura peut-être des questions, parce que ce sens de la perte, et on retrouve ce mot de perte que l'on a retrouvé, je crois, dans chacune des interventions, il est question de ça. C'est bien parce qu'il faut traverser cette épreuve, qu'il se passe tout ça et qu'il y a tous ces accompagnements. Il y aura peut-être des questions là-dessus. On va bien sûr y revenir. Et merci d'avoir toujours aussi cette brièveté de vos premières interventions qui nous permettent de profiter de la richesse d'être tous 6. Je me tourne vers Fanny Larue, qui est complètement à votre gauche pour ceux qui êtes là-bas tout au loin. Fanny Larue, que je ne vais pas représenter, j'en avais dit quelque chose, mais qui va nous dire en quoi un collectif peut peut-être apporter des choses ou aider les associations à apporter autre chose. Voilà, la parole aussi à Fanny. Oui, merci. Donc moi, je vais vous parler du collectif Deuil. Le collectif Deuil avec un S à la fin de Deuil. C'est un collectif qui a été créé en mars 2020 à l'initiative d'Empreinte et de plusieurs associations qui se sont données pour projet en fait, de se réunir sur l'ensemble du territoire pour pouvoir essayer de trouver des valeurs communes, un socle commun. Et aujourd'hui, il y a 11 associations qui font partie de ce collectif. Il y a l'association Apprivoiser l'absence. Il y a l'association Deuil Espoir, qui est sur Nancy, l'association Dialogue et Solidarité, l'association Empreinte, l'association Être là Toulouse, la fédération Jalmalve. Il y a Le Jour d'après également sur Nancy, L'Autre Rive sur Avignon, Phare Enfants Parents et Vivre son deuil Normandie. Voilà, normalement, si vous avez compté, ça fait 11, si j'en ai pas oublié. Naître et vivre, j'ai oublié Naître et vivre.
Voilà, donc ces 11 associations, comment fonctionne le collectif? Il est effectivement coordonné par empreinte. Il y a eu la volonté d'avoir une coordination dédiée. Et c'est là que moi, je suis arrivée dans cette aventure. Cette coordination dédiée, elle est délocalisée. Je travaille en distanciel. Et donc, du coup, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur voilà, ces distances qui peuvent être gommées grâce au numérique. Je travaille sur Bordeaux. Et on a des réunions qui sont mensuelles. Pour vous parler du collectif, finalement, il y a deux choses fortes. Il y a toute la richesse en fait de l'accompagnement associatif et l'expertise des associations réparties sur l'ensemble du territoire. Dès le début, le collectif s'est donné en fait pour objectif d'avoir des valeurs communes. Ces valeurs, elles sont notamment celles de la singularité, en reconnaissant que chaque deuil est unique. Il y a aussi celle de l'égalité, avec l'absence de hiérarchie dans le deuil. Et ça, c'est le socle en fait qui réunit toutes les associations qui proposent un accompagnement. L'accompagnement, il est varié. Il y a des associations de toute taille, des associations généralistes, des associations qui sont plus spécialisées sur certains types de deuil. Et très rapidement, les associations ont pris conscience qu'il était important pour faciliter et pour améliorer cet accompagnement de mieux se connaître voilà, entre soi en fait déjà. Mieux se connaître, du coup, ça passe par, on disait depuis hier qu'il est important dans l'accompagnement du deuil de questionner, et bien c'est aussi se questionner entre nous sur qui fait quoi, où, comment. Et ce temps-là, finalement, il n'est pas évident quand on est chacun dans notre logique, voilà, avec notre propre calendrier. Et le collectif, il permet en fait de créer ces espaces où on se rencontre, où on apprend à se connaître et où on va chercher la singularité de chaque association, ses spécificités dans l'accompagnement du deuil qu'elle propose sur tout le territoire. Et ça, c'est vraiment une vraie richesse de prendre ce temps. Parce que c'est de ce temps que naît la confiance, c'est de ce temps-là en fait que on pose aussi les bases d'une culture de la coopération entre associations. C'est de se dire que de la même manière qu'il n'y a pas un seul chemin de deuil, il n'y a pas un seul accompagnement possible, ni une seule association, et qu'il y a une complémentarité entre toutes les associations. Et ça, c'est vraiment ce qui unit les membres du collectif. Et qui forment voilà, une vraie richesse. Et puis à côté, il y a toute la valeur ajoutée de l'interassociatif, au sens, Rachel, tu parlais tout à l'heure de cette intelligence collective. C'est aussi ce qu'on va chercher, puisqu'il y a une volonté d'aller au-delà de mieux se connaître entre nous. Il y a cette volonté de travailler ensemble, et cette volonté finalement de se réunir avec une dynamique et une vision que les membres ont choisi d'appeler une étoile du Nord. Donc le collectif s'est construit par strates. Il y a eu ces valeurs communes, il y a eu une charte d'accueil, un règlement intérieur et puis la définition d'une étoile commune. Et cette étoile du Nord, en fait, il s'agit de proposer cette expérience collaborative aux associations pour faire du deuil un enjeu sociétal. Et pour cela, il s'agit donc de porter la voix des personnes en deuil, de soutenir les associations et d'impliquer et mobiliser les pouvoirs publics. Donc c'est un vaste programme. On parle du temps et du deuil voilà, depuis le début. Et là, on a un temps long devant nous. Le collectif a eu une première phase d'émergence. À l'issue de cette phase d'émergence, on est passé dans une phase plus opérationnelle. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, toujours avec cette toile de fond, finalement, de mieux se connaître, de partager, d'avoir un temps entre nous, entre associations, mais il y a aussi cet objectif stratégique de se dire on veut faire bouger les choses, on a une expertise, on est des professionnels, des acteurs de terrain, donc on va capitaliser sur l'existant, on va aller chercher finalement les dénominateurs communs, ce qui fait sens entre nous et ce sur quoi on veut pouvoir s'appuyer pour protéger les familles qu'on accompagne, pour rassurer les professionnels, les financeurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort et très marqué. Et donc, du coup, l'objectif stratégique qu'on s'est donné sur cette année 2023, il est de concevoir un cadre déontologique commun et de travailler sur des référentiels de formation et d'accompagnement. Voilà, donc en allant chercher tous ces dénominateurs qui font finalement un peu racine dans cet accompagnement du deuil que les associations proposent, dans un travail qu'elles font bien, qu'elles savent faire et qu'il faut valoriser. Donc, on a des réunions mensuelles qui sont des réunions de 2 heures. On se réunit donc en distanciel avec un objectif d'un peu de présentiel quand même. Voilà, on ne désespère pas de trouver un calendrier et une date commune.
Et puis, voilà, on avance pas à pas, mais il y a tout le côté officiel qu'on trouve du coup dans nos séances de travail avec cette logique de projet pour aller vers de la coopération. Mais il y a aussi tout le temps informel, et là c'est plus moi qui le collecte, c'est-à-dire c'est ce temps où j'ai une association qui me contacte en me disant on a tel besoin, ou on s'est posé la question sur les ressources pour les adolescents, est-ce que tu n'aurais pas éventuellement des ressources, des choses, donc si je peux transmettre, je transmets. Si je ne sais pas, ou si c'est quelque chose qui me semble être important de discuter à plusieurs pour aller justement chercher cette connaissance et la compétence en fait des membres, et ben, du coup on l'inscrit à l'ordre du jour de la prochaine plénière et puis on en discute entre nous. On a ce fonctionnement en fait qui est vraiment collaboratif, qui est participatif, donc c'est démocratique, une association, une voix. Donc on valide ensemble les comptes rendus, on valide ensemble les étapes que l'on passe. Mais toujours dans cette volonté de viser cette étoile du Nord et de faire plus de place au deuil et de lui donner un espace plus reconnu. Et puis dans cette idée qu'ensemble, on peut avancer vers de belles évolutions. Donc c'est la richesse à la fois de la compétence des associations et de ce qui peut naître de l'innovation à partir du travail interassociatif. Merci. Merci Fanny. Et j'écoutais, j'extrais de mots, quelque part, faire mieux connaître la question du deuil. Et puis, cette idée, il n'y a pas de hiérarchie entre les différents types de deuil. Et je pense que ça sonne très fort parce qu'on a vu qu'il y a des choses différentes, des angles d'attaque différents. Il y a peut-être des plus généralistes, des plus spécialistes, mais que devant la réalité qui est quelque part de répondre à l'épreuve de la perte des personnes, il n'y a pas de hiérarchie et que de ce point de vue-là, toutes les associations, je dirais, sont sur la même ligne d'essayer de trouver la façon d'apporter la réponse qui va. Et en ce sens-là, c'est vraiment, je pense, très lié à notre sujet. Alors, maintenant, dernier rapport de ce deuxième temps, c'est Guinaud qui va nous l'apporter. Merci beaucoup de nous faire part de ce qui peut être une expérience assez originale dans la façon d'être à l'écoute des endeuillés. L'idée, c'est de vous parler d'une expérience qui date de 2018 pour la première fois. Donc cette année, ça va être la 5e année. C'est né en fait d'un témoignage très fort qui est venu renforcer ce qu'on savait déjà, mais par rapport à la difficulté que les personnes en deuil peuvent éprouver dans leur ressenti au travers de leur corps. Et puis, qu'est-ce que je fais de mon corps dans mon rapport à l'entourage, dans mon rapport aux gens que je croise, comment je peux les toucher, comment je peux oser aller à la rencontre, à me mettre dans les bras de celui qui est en face de moi parce que j'ai besoin qu'on me prenne dans les bras. Et donc ça nous a amené à réfléchir à quels moyens on peut mettre en place pour aider ces personnes-là. Et ce qui est venu très rapidement, c'est l'idée d'utiliser la capacité de relation du cheval avec l'homme, en sachant que le cheval a une attitude très, très rapide, presque instinctive, même instinctive, en lien avec l'émotion ou les émotions qui sont portées par la personne qu'il a en face de lui. Donc la première chose, c'était de trouver quelqu'un qui puisse nous aider. Donc il a fallu trouver un centre équestre et un moniteur équestre qui soit intéressé par la chose, qui soit sensible à l'émotion des gens et qui ait envie de s'occuper de l'humain. Donc ça n'a pas été trop difficile parce qu'on connaissait quelqu'un dans l'entourage. Ça suppose aussi d'avoir un centre équestre qui soit privatisé. Donc c'est pour ça qu'on a organisé ça un dimanche, de manière à ce que le centre soit fermé pour nous la journée. Donc il est réservé exclusivement au groupe d'endeuillés. Donc ce qui est une chance extraordinaire. Il faut aussi que ce centre équestre ait un certain nombre de chevaux de manière à ce que ce soit l'endeuillé qui choisisse son cheval
et qu'il puisse y avoir des chevaux de tailles différentes. Donc il y a des poneys, des doubles poneys et des chevaux un peu plus grands. L'autre, après, ce qu'il a fallu, c'est qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de cette journée. Donc on est parti du principe que pour pouvoir reprendre contact avec son corps et ressentir son corps, eh bien, il fallait remettre ce corps au contact des 5 mondes, le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, le monde humain et le monde spirituel, bien sûr. Donc, dans la journée, il fallait arriver à intégrer tout ça. En allant chercher, évidemment, la relation avec l'animal et aussi la relation sociale avec le groupe qui était constitué avec les différents endeuillés. Donc, c'est des groupes de 8 personnes, donc des petits groupes, mais de manière à pouvoir être au plus près de chacun. On a 3 bénévoles qui accompagnent ce groupe, en plus du moniteur équestre, en sachant que ces bénévoles doivent être à la fois très présents en termes de sécurité s'il y a besoin, pour rassurer les personnes et puis pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème particulier, mais en même temps garder une certaine distance de manière à favoriser le lien entre l'animal et l'endeuillé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc les temps forts de cette journée, sans rentrer dans tous les détails et sans décrire l'ensemble, mais déjà l'accueil, c'est important d'emblée de faire la place aux défunts et puis de permettre à chacun de se présenter, de présenter un petit peu son histoire. Donc en fait, en début de journée, on a demandé en amont à chacun d'apporter un objet végétal ou un objet minéral, et chacun va aller déposer cet objet de manière à constituer un mandala dans le cercle de la journée, en expliquant le sens de cet objet et en racontant un petit peu son histoire. Donc c'est déjà une manière de donner la place aux défunts qui venaient nous accompagner toute la journée. Et puis après, il y a un premier atelier avec les chevaux, après une présentation du centre équestre, et puis on est allé à la rencontre des chevaux, de manière à ce que chacun se laisse attirer par un animal particulier, que ce soit un poney, un cheval ou un double poney. Et après une démonstration de pansage par le moniteur équestre, eh bien, chacun rentre dans le box du cheval qu'il a choisi, et là va opérer un pansage traditionnel, de manière relativement simple, mais qui prend une partie de la matinée. Donc ça, c'est le premier atelier cheval. Et ensuite, on va donner du sens aussi au repas qui va suivre le midi. Et au cours de ce repas, on va aussi aller à la recherche de l'ouverture des sens. C'est-à-dire qu'on va demander, on a préparé tout un tas d'ingrédients, mais on va proposer aux personnes endeuillées d'aller composer leurs assiettes individuellement. On va leur expliquer quel est le sens du repas, qu'est-ce qu'on va chercher dans un repas, entre le besoin d'alimentation, le besoin de se nourrir, mais aussi le besoin de prendre du plaisir, le besoin de convivialité, le besoin d'échange, etc. Donc chacun va préparer une assiette la plus jolie possible, ce qui est quelque chose d'assez troublant pour les endeuillés qui souvent sont en difficulté parce qu'ils sont tout seuls à la maison, ils ne cuisinent plus, ils n'ont plus envie de prendre du plaisir à manger. Donc c'est un moment très important. Et on va aller aussi leur demander, une fois que leur assiette est prête, eh bien chacun va la déposer sur une table et on va tourner tout doucement, en silence, autour de la table, de manière à profiter de l'assiette qui a été proposée par chacun. Et donc après, on va partager le repas de manière à ce que chacun profite de sa propre assiette, avec l'attention qu'il y a mis, avec tout l'amour qu'il a pu mettre dans son assiette. Donc c'est un moment qui est très, 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 très important. Après ce repas, donc, et après des échanges qui durent un petit moment, on organise ce qu'on va appeler une promenade digestive au départ, mais qui est un moyen de se mettre au contact avec le monde végétal, puisque le centre équestre se situe au milieu d'une forêt.
Donc ça permet d'aller se promener un petit peu dans la forêt, d'aller à la rencontre de la nature. Et au bout d'un moment, on va demander aux endeuillés d'aller choisir chacun un tronc d'arbre, un arbre contre lequel on va s'enrouler en silence et pendant un long moment très important où chacun peut évidemment y libérer ses émotions, y intégrer ses émotions et recevoir aussi en échange ce que l'arbre peut lui apporter. Et ça, c'est vraiment un moment particulièrement important et je vous lirai un témoignage qui permettra de comprendre un petit peu ce qui peut se passer à travers ça. Et après ce moment donc dans la nature, eh bien, il y a le deuxième atelier cheval où là, on va proposer aux personnes de mener les chevaux par la bride. Donc on ne monte jamais les chevaux, mais on va les emmener pour faire tout un tas de petits exercices. Il y a des petits ateliers où on va petit à petit prendre confiance, mener les chevaux sur des petits exercices. Donc c'est tout un rapport de force et une relation qui a été instituée déjà dans l'atelier du matin, qu'il va falloir continuer à faire grandir l'après-midi et arriver à créer ce lien avec le cheval de manière à ce que le cheval obéisse, ou il peut arriver aussi que les personnes soient en difficulté et se laissent un petit peu dominer par le cheval. Donc c'est tout ça qui va se travailler. Et puis après tous ces petits exercices, il y a une balade par la bride dans la forêt, en menant les chevaux également, jusqu'à un endroit où on va faire brouter les chevaux, et où là on va laisser les personnes un long moment, assez éloignés les uns des autres, rester au contact individuel avec chacun son animal, chacun son cheval, où là il va y avoir tout un tas de confidences, tout un tas de caresses, un lien physique étroit avec le cheval, où on sent que les personnes sont vraiment très très émues d'être en relation avec ce cheval. Et ce moment, on le laisse, on le fait durer. Et après, on va les ramener à l'écurie. Et puis, en cadeau, on va dire ça comme ça, en cadeau, Quentin, qui est le moniteur du centre équestre, va libérer dans le paddock un cheval qui a été gardé pendant toute la journée précédente, sans sortir du tout du box, et il va le libérer totalement de manière à ce qu'il puisse montrer la puissance du cheval, la liberté du cheval. Et c'est quelque chose d'assez émouvant aussi pour les gens qui sont là. Et pour finir, il y a un temps d'échange donc qui permet de débriefer sur tout ce qui s'est passé pendant la journée, où justement les gens vont pouvoir exprimer ce qu'ils ont reçu de l'échange avec les chevaux, de l'échange avec la nature, etc. Donc là, pour résumer tout ça, je voudrais juste vous lire un petit témoignage, mais qui résume bien ce qui peut se passer. Donc c'est quelqu'un qui nous a dit « J'ai ressenti la sève dans le tronc de l'arbre, sa chaleur. Elle m'a fait penser à ma force et à celle du cheval. J'ai réalisé que j'ai pu trouver un équilibre entre ma force et la force du cheval. Alors devant la force du chagrin, je pense que je dois être capable de faire pareil, donc de le dompter. » Merci beaucoup à Guy de nous avoir permis de faire ce bout de parcours que j'imagine vous aura surpris. Et en écoutant ce qui était dit, je me disais décidément ce congrès qui est titré « Continuer à vivre », mais quel joli récit de continuer à vivre pour des personnes dont on a compris qu'elles étaient en difficulté de continuer à vivre. On est complètement au cœur du sujet, même si c'est très surprenant. Merci beaucoup pour cet dernier rapport. Alors, ça ouvre un temps, si vous voulez, qu'on peut faire tout de suite avec toute la salle. Voilà, il est 6h, 6h05, on a un petit peu de temps devant nous, pas infini, mais néanmoins, et qui peut être de questions,
de témoignages ou de réflexions à voix haute que l'ensemble de cette dernière séance peut vous avoir donné envie de dire à voix haute, de partager. Ça peut concerner les premiers intervenants qui étaient beaucoup sur tout ce que ces procédés numériques pouvaient avoir de passionnant, de fin, d'aller plus loin, ou sur les dernières interventions. On prend tous les sujets. Alors, on est un peu ébloui. Là, j'ai vu des mains se lever sur la droite. Il y a peut-être déjà quelqu'un qui a un micro, et puis aussi après 2-3 personnes. Allez-y, merci beaucoup. Si vous avez toujours la gentillesse de vous lever, nommer, ça permet à peu près de voir qui parle. C'est commode dans notre grande salle. Oui. Bonsoir, Pierre Somras de Jalmal, Haute-Provence. En ce qui concerne la première partie de la table, d'abord félicitations aux intervenants pour leur travail remarquable. En ce qui concerne les nouvelles technologies, moi je voulais poser la question du développement de l'intelligence artificielle. On en est maintenant à avoir des programmes qui sont tellement sophistiqués qu'il est quasiment difficile à des non-initiés de distinguer si la personne à l'autre bout du chat, si on prend l'exemple du chat, est un humain ou une machine. Et je voulais demander aux personnes qui sont des accompagnants virtuels si elles ont connaissance de développement dans ce domaine-là, ou si c'est un développement, un futur possible de l'accompagnement, en tout cas un des volets possibles de l'accompagnement. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous. Alors, je vais vous faire une confidence. On va bien sûr essayer de répondre. Et en fait, les 7 personnes qui sont ici sont des robots d'intelligence artificielle. Déjà. Mais merci de votre question qui ouvre un peu, qui relève les phares en disant est-ce qu'on en arrivera là et est-ce que ça peut s'inventer? Je ne sais pas si la réponse, est dans la salle. C'est une question abyssale. Je peux simplement témoigner que, bon, ça fait 3 ans que je suis sur la plateforme. À 3 reprises, la personne m'a demandé tout de suite, mais vous êtes une vraie personne ou un robot? Donc ça traduit simplement peut-être qu'il y a une crainte de l'autre côté. Et j'ai répondu de manière sans ambiguïté pour qu'elle soit rassurée. Mais la question a été posée. Vous faites une réponse où vous cochez l'addition 2 plus 4 égale. Mais merci, votre question quelque part et la réponse de Suzanne est claire sur le fait que c'est quelque part, on ne sait pas tout à fait où on va quand on y va, mais en même temps on y va parce que les outils sont là et peut-être nous aurons cette question et je trouve tout à fait extraordinaire qu'il y ait déjà le besoin de répondre parce que là il y a les yeux qui manquent pour dire c'est une vraie personne, c'est le seul contrepoint à j'entends plus loin ou j'entends plus fin, c'est que voilà, je pense que c'est évidemment la sincérité du propos et la capacité à vous mettre dans le silence de la personne qui réfléchit à voix haute et tout ça dit que vous êtes un vrai humain en face. Mais votre question, elle est bel et bien intéressante. Il y avait d'autres bras qui sont délevés. Je ne sais pas où sont déjà les micros. Ceux qui sont dotés du micro, n'hésitez pas à vous lever et prendre la parole. Vous pouvez pas le savoir, mais en contre-jour de la lumière, donc nous vous voyons assez mal. À vous. Alors, Babette de Jalmal-Sarthe, je suis permanente sur la plateforme Mieux traverser le deuil et j'accompagne aussi des personnes en groupe. Et pour moi, ce n'est pas l'un ou l'autre ou l'un contre l'autre. Ce sont 2 types d'accompagnement différents et complémentaires. Je voulais dire que sur la plateforme, il y a des questions de deuil que moi, ce qui m'a surpris, c'est que ça n'était jamais arrivé jusqu'à présent dans les groupes, notamment la question de « j'ai avorté il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans ». Et ce n'est pas une personne, c'est beaucoup de femmes. Donc voilà, des professionnels de la justice, des professionnels du soin, des pompiers, des agents funéraires qui, sur la plateforme, viennent parler de eux qui sont en deuil, par exemple des personnels soignants des EHPAD, qui viennent dire qu'eux, ils sont en deuil des gens qu'ils accompagnent et qui meurent. C'est un public qu'on ne voit pas dans les groupes. Et puis l'autre chose aussi, c'est les jeunes. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de chats. Alors, il ne faut pas regarder l'orthographe, je vous le dis tout de suite. Mais bon, mais de jeunes, d'ados et de jeunes adultes
qu'on a du mal quand même, avec lesquels on a du mal à entrer en relation dans les groupes. Et vraiment, j'ai eu beaucoup d'échanges avec ces jeunes. Donc je voulais dire que c'est complémentaire et que l'un ne se substitue pas à l'autre, me semble-t-il. Merci beaucoup. Ce n'est pas un commentaire. Oui, merci. Et les deux nous sont ouverts. Alors, oui. Dominique encore, Jalmal 05. Moi, c'était pour compléter peut-être ce que nous a dit Laure Leslie sur la méthode de Jean Mambourquette. Et c'est peut-être un élément de réponse supplémentaire quant à la question de savoir si on est face à une intelligence artificielle ou pas. Elle a insisté à un moment donné sur la méthode Jean Mambourquette qui insiste sur et le rituel et la spiritualité au sens large du terme. Et il me semble que c'est des dimensions qu'on a abordées hier. On en a parlé avec les enfants qui sont très ritualistes, mais on s'aperçoit qu'on a tous des rituels, ne serait-ce que se laver les dents. Mais enfin, je ne voudrais pas comparer la mort à se laver les dents. Mais il est évident que si on intègre, et je pense qu'on ne peut pas ne pas intégrer ces deux notions fondamentales du rituel et du spirituel dans la qualité et dans la caresse qu'on va pouvoir donner à celui ou celle qui vient nous demander de l'écouter. Et si on sait intégrer ces deux éléments fondamentaux, je pense qu'on pourra éventuellement échapper à la finesse de l'intelligence artificielle qui peut-être, et j'espère, n'est pas encore capable de manier ces deux concepts. Voilà. Simplement pour y dire pour moi, il me semble que c'est fondamental et que la réussite des entretiens et des travaux de Jean Mambourquette sont, à mon sens, basés là-dessus. Voilà. Anne Jalmal 5. Un instant peut-être. Juste effectivement, en tout cas sur les rituels, c'est tellement incarné que je ne vois pas effectivement comment une intelligence artificielle pourrait remplacer tout ça. Mais merci, oui, c'est intéressant. Merci. Alors peut-être reprenez la parole. Oui, pardon. Anne Jalmal 53, c'est tout près d'ici, la Mayenne, en Pays de Loire. En amont du congrès, j'avais déjà un peu une interrogation, en partie issue de participants au groupe de soutien, d'entraide, deuil. Quelle est la complémentarité entre l'accompagnement professionnel et bénévole? Et cette question ne fait que grandir avec tous les exemples ici d'accompagnement, d'innovation. Et je pense qu'il y a vraiment une synergie à jouer entre, d'une part, informer sur on en a parlé plusieurs fois de FT, il y a le MDR, enfin il y a des tas de ressources. Merci de donner les sens des initiales de ces ressources. EMDR, c'est en anglais, Eye Movement, c'est le pour guérir des traumatismes après. Parce que c'est en anglais le MDR, mais à part le mouvement des yeux, entre autres, le mouvement des yeux qui permet de guérir les traumatismes parce que ça réinscrit le vécu dans le cerveau de façon correcte entre les deux hémisphères. Bon, l'EFT, il y a des pros qui ont cité sans l'expliciter, c'est les tapotements et autres. C'est un peu basé sur voilà. Bon, tout ça pour dire qu'il y a énormément de méthodes, d'approches qui peuvent aider. Donc, jusqu'où est-ce qu'on peut informer? Déjà, on a parlé de répertoire de ressources. Donc, ma question, c'est jusqu'où est-ce qu'on répertorie les ressources d'accompagnement et quelle complémentarité on met en jeu pour avoir la plus grande synergie, la plus grande efficacité, sans glorifier ni le bénévolat, ni des choses comme ça, plus l'un que l'autre, et que ça avance dans la société et pour les endeuillés. Est-ce qu'il y aurait peut-être besoin de définir de mieux en mieux ce cadre et cette complémentarité? Qui tourne peut-être autour de jusqu'à quel point s'agit-il de guérir? En tout cas, ou d'accompagner. D'accompagner, mais ça va ensemble, et donc d'être très clair sur ces synergies-là et de ne pas perdre des ressources en route.
Alors, posée comme ça, votre question est assez vaste parce qu'elle va peut-être au-delà des choses qu'on pouvait se préparer à discuter. Quand vous disiez accompagner et guérir, cela va ensemble, je le mettrais bien comme une point d'interrogation au sens de dire est-ce que ça va ensemble ou est-ce qu'on est plus sur accompagner et un projet de guérir serait-il différent d'une part, et d'autre part, c'est la question de la limite entre ce qui peut être manié, entre guillemets, par des professionnels avec des techniques particulières et ce qui ne le serait pas par nous. La question est vaste, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut y apporter un ou deux commentaires. Oui, à la table ronde. Un commentaire simplement, sans faire réponse, mais un constat simplement, c'est que beaucoup des personnes qu'on accompagne, alors cette fois-ci, Jalmal en présentiel, hein, accompagnement individuel ou accompagnement dans le cadre d'un groupe de soutien, beaucoup de personnes en fait nous disent qu'elles voient un psychologue en parallèle ou en complément et que ce n'est pas du tout incompatible, c'est deux cheminements qu'elles tissent ensemble à leur façon. Donc c'est autant complémentaire, c'est la personne qui en décide, au fond c'est autant complémentaire que la remarque précédente sur le chat ou la visio, enfin. Tout ça, je crois que c'est des démarches d'une personne qui cherche, et dès lors qu'elle avance en posant des actes de ce type-là, c'est elle qui a les cartes en main. Je ne peux pas le dire autrement. Je voulais reprendre votre terme d'efficacité. Je pense que dans les accompagnements qu'on propose, et c'est une des valeurs fondamentales de Jalmaf 35, c'est pour ça que j'y suis et que je continue de m'y investir et de m'y former, c'est que justement, il n'y a pas cette intention d'efficacité. On accueille l'autre. Là, il y a une claque. Il y a une claque qui doit venir de Jalmaf 35, c'est clair. Hein. Je pense qu'ils se sont regroupés et qu'ils attendaient ce moment en disant « on ne l'a pas encore dit ». Néanmoins, on entend bien qu'il y a un écho fort de ce que vient de dire Daniel. Et si projet il peut y avoir... Je dis bien si projet il peut y avoir, c'est que par l'accompagnement des personnes endeuillées, on leur offre, par leur cheminement et notre écoute, la possibilité de recouvrer une autonomie, pouvoir se vivre comme une personne douée de capacité à vivre seule ou pas. D'ailleurs, elle ne connaît pas son avenir et nous non plus. On n'est pas non plus des Madame Soleil ou des liseuses dans des boules de cristal. Mais, et que c'est cette autonomie-là qui va leur permettre d'aller chercher ailleurs, mais sans notre... on n'a pas de conseil à donner. Si elles trouvent la capacité d'être autonomes et de vivre pour elles et dans leurs désirs, elles trouveront d'autres ressources si ça leur convient, mais ce n'est pas nous d'intervenir là-dessus. Oui, mais... Oui. Pardon. Pour rebondir, Daniel, sur ce que tu dis, moi, en tant que professionnelle, je me dis toujours la personne, elle est responsable en face de moi. Et on est complémentaires entre associations. Alors, je parle que pour moi, je ne parle pas au nom de tous les professionnels qui accompagnent sur le deuil, mais je pense que c'est important que les gens aient les ressources et les informations. Après, chacune est libre d'aller embarquer ou pas avec tel... laissons la liberté aussi aux gens. Il faut que les gens aient l'information. Et après, à chacun sa responsabilité de choisir. Moi, personnellement, dans mon groupe, il y a des personnes qui font partie de groupes d'associations et qui, en complément, viennent dans mon groupe. Et ils n'y viennent pas chercher la même chose, ils n'y trouvent pas la même chose, et pour eux, c'est complémentaire. Donc, voilà. Après, je ne peux pas me positionner, vous, en tant qu'association, le choix que vous... mais pour collaborer avec certaines associations, c'est, voilà, ils ont l'information... que moi j'existe, etc. Moi, c'est assez simple, il y a des vidéos, donc les gens, c'est par ce biais-là qu'ils peuvent voir. C'est gratuit, donc c'est accessible à tous, mais je crois qu'il y a une vraie collaboration ensemble, quoi. Mais laissons, enfin moi je tiens énormément à ça, la responsabilité à chacun. C'est pas parce qu'une personne est en deuil qu'elle n'est pas en capacité de choisir, de dire, de chercher, de trouver, d'aller. Ça fait aussi... Alors, on ne va pas galérer pendant 20 ans, hein, mais en tout cas, ça fait partie aussi du chemin, d'aller à un moment donné, on fait des rencontres, on trouve des personnes avec qui
on se sent à l'aise, et même pour les professionnels. Moi, je dis toujours aux gens, si ma tête, elle ne vous revient pas, si on n'est pas dans la même énergie, la relation, c'est d'abord une relation de confiance et une rencontre. Ça fonctionne, il y a des choses qui avancent, c'est aussi par rapport à ça. C'est la relation qui va transformer. Et ça, c'est hyper important. Donc, et ça, j'y tiens à fond. Alors, d'accord, pas d'accord, peut-être il y a une ou deux prises de parole sur ce sujet pour continuer, oui, il juste me parce semble. juste parce que c'est directement sur ce sujet. Bon, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais ceci dit, les bénévoles, à un moment donné, se voient presque dans une forme de responsabilité d'orienter quelqu'un vers une ressource ou une aide professionnelle. Parce que moi, ça m'est arrivé, notamment dans des groupes d'endeuillés, d'être inquiet pour une personne en deuil qui pourtant avait été vue en entretien préalable, qui cheminait d'une rencontre à l'autre, et à un moment donné, qui va de plus en plus mal physiquement, qui commence à être en danger physiquement, pratiquement. Elle ne tient plus debout, elle ne mange plus, elle maigrit. Une autre qui dit « J'ai décidé d'arrêter devant mon psychiatre. Maintenant, je ne vais plus le voir. De toute façon, il ne m'écoute pas. Je préfère venir ici. Au moins ici, on m'écoute. Ça m'aide plus que d'aller chez mon psy. » Bon. Et la question que vous posiez, c'est, je pense que pour un bénévole qui fait de l'accompagnement en deuil, je pense qu'il doit connaître aussi les ressources de son milieu, de sa région, qu'il ait des adresses. Ça me fait penser le collectif dont vous avez fait état, qui est formidable d'ailleurs, quand on voit les associations qu'il compose, quelle force, bon. Mais il faut avoir des adresses. Se pose la question déontologique aussi. Normalement, on n'a pas le droit de donner le nom d'un professionnel précis, nominativement, ou alors il faudrait donner le nom de tous les psychologues de la ville où on est. Mais ceci dit, on peut outrepasser malgré tout, mais il faut encore repérer 2 ou 3 professionnels qui sont sympathiques au bénévolat déjà, ou en tout cas à notre action, qui sont ouverts à la question du deuil, qui sont capables de bien accueillir une personne et qu'elle ne mette pas 2 mois avant d'avoir un rendez-vous, etc. Donc, tout ce travail de repérage, de ressources du milieu, d'orientation, il est important aussi pour un bénévole qui accompagne des personnes en deuil. Merci. Alors, il y a une personne qui a levé la main là, voilà, dans les premiers rangs. Merci de la relever si vous voulez toujours prendre la parole. Voilà. Alors, il y en a une ou deux très près les unes des autres. Oui. Geneviève, bénévole au Havre. Pas de chance, il y avait un homme qui se rassied. Alors que Geneviève, merci de reprendre la parole. Sinon, Geneviève. je me rassois, il n'y a pas de souci. Je reviens sur le mot « perte » que tout le monde a évoqué. Parce qu'il y a une perte énorme et un trou béant dans notre famille. Notre fils, Marc, est décédé à 27 ans. Quand j'ai demandé à l'état civil de noter son décès sur notre livret de famille, ben non, madame, il est majeur. Donc, le décès de Marc n'est pas marqué dans le livre de la famille. Et ça, c'est une grosse douleur pour tout le monde. Alors j'en ai parlé à plusieurs personnes qui m'ont dit « il faut que tu le dises ». Parce que ça ne se sait pas. Un bébé meurt, on marque son nom, c'est normal. Il serait décédé le 1er septembre, avant ses 18 ans. Il aurait été marqué sur le livret de famille, pas de peau. Il est décédé le 1er septembre, à la veille de ses 27 ans. Il est gommé. Voilà. Merci de cette réalité que vous partagez là. On n'a pas le droit d'écrire soi-même sur un livret de famille parce que c'est une pièce officielle. Ce témoignage déclenche quelque part, je crois, une réaction. Je vous propose de l'écouter rapidement sur ce thème, voilà, au premier rang, après quoi on reprendra dans l'ordre où ça s'est évoqué. Oui. Robert, Jeanne Maldron Nord et Fédération. J'ai une expérience différente de la vôtre. Mon fils avait 22 ans
et son décès est noté sur le livret de famille. J'ai eu aucune observation. Mais du coup, si je peux me permettre, comme le sujet a un petit peu évolué, je voudrais dire que depuis hier soir, et ça s'est réactivé à chaque session, j'ai une question, j'ai l'impression qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, qui est le vécu dans la cellule familiale d'un deuil. Le vécu du couple, le déséquilibre qui peut être introduit parce qu'elle veut parler et lui ne peut pas ou ne veut pas. Le couple qui peut, le déséquilibre qui peut être au sein de la fratrie et le déséquilibre qui peut être concerner l'ensemble de la cellule familiale. Juste puisque j'ai parlé de mon expérience personnelle, je vais évoquer, donc notre fils est décédé, il a été enterré un 23 septembre, et le 26 septembre, son frère et sa sœur partaient vivre à 100 km pour rentrer à la faculté. Donc, on s'est dit, il faut être très précautionneux auprès d'eux qui vont vivre ça. Et donc, on a eu le sentiment qu'on ne manifestait pas notre souffrance, qu'on les épargnait de cela. Et puis, il se trouve que 10 mois plus tard, alors qu'un mois d'août, ils étaient là, qu'on avait passé un bon moment ensemble, ils nous ont tous les deux dit « on n'imaginait pas que vous souffriez autant que ça ». Alors qu'on n'en avait jamais parlé et qu'on était persuadés de les avoir épargnés de notre propre ressenti. Donc, moi, j'ai retenu dans le titre de cette session le mot « demain ». Et puisque Denis est toujours là et Amanda aussi, est-ce qu'il y a des expériences de prise en compte de la cellule familiale, ou en tout cas, je pense particulièrement aux décès néonataux et d'enfants jeunes, au sein du couple, où la dynamique de deuil peut être extrêmement difficile d'une personne à l'autre, non pas parce qu'ils ne s'entendent pas, mais parce que c'est quelquefois difficile d'être sur la même longueur d'onde. Merci. Vous pouvez... Je veux bien faire une petite réflexion au sujet de cette question. En fait, avec notre équipe d'accompagnants de Vendée, on accompagne des familles qui viennent nous voir tous ensemble. Donc, on est allé jusqu'à 4 personnes en même temps. Et du coup, on vient à 4 bénévoles. Donc, on a un temps d'échange avec la famille tout entière. Et après, il y a un temps d'échange avec chacun des membres de la famille avec un bénévole. Et après, on se retrouve un petit moment pour clore cet entretien qui peut se renouveler plusieurs fois. Donc, c'est une manière peut-être de répondre à ce genre de questions. Je sais pas. On peut l'élargir, si vous voulez, à peut-être 1 ou 2 interventions. Ce n'était pas un sujet prévu à 6h25, mais ce n'est pas grave, on peut lui laisser, on peut lui offrir une bulle d'espace et peut-être que vos interventions ou remarques, réflexions soient centrées sur un peu quid dans ce type de cas que Robert Rioux vient d'évoquer avec nous. Si vous voulez bien qu'on reste centré sur ce type d'interrogation, de savoir ce qui peut être fait. Voilà. Et donc, ça met en attente ceux qui voulaient parler peut-être d'autres choses. Ça donne une priorité. S'il y a quelques-uns dans la salle qui ont un mot à ajouter. Alors, je vois une main qui se lève tout au fond. J'ai le micro, vous m'entendez? Je ne suis pas où vous regardez. Voilà. Ah oui, voilà. Oui, donc je réponds donc, en mon nom personnel, mais aussi au nom de l'association Jonathan Pierre Vivante, puisqu'on accueille des parents endeuillés. Bien évidemment, après le décès d'un enfant, la famille est complètement explosée. La première chose, je voulais dire que c'est la première fois que j'entends parler de cette difficulté du livret de famille. Honnêtement,
tous les parents que nous avons rencontrés n'ont pas rencontré cette difficulté. Alors, je suis étonnée. Bon, sinon, par rapport aux frères et sœurs, alors, par rapport au couple, oui, évidemment, le papa et la maman ont une manière souvent fort différente de vivre leur deuil, l'homme gardant souvent à l'intérieur son chagrin et ayant du mal à extérioriser, à s'exprimer, et la femme qui a besoin, elle, au contraire, d'en parler, s'en trouvant très frustrée, ce qui découle souvent sur des difficultés de couple. Bon, voilà, je ne m'étends pas là-dessus, mais enfin, on a souvent ces problématiques qui sont évoquées. Concernant les frères et sœurs, on a souvent l'exemple inverse de ce que monsieur a évoqué, c'est-à-dire que quand ils sont suffisamment grands, ils épargnent au maximum leurs parents pour essayer de les épargner et de les soutenir. Les frères et sœurs gardent leur chagrin, et quand ils sont interpellés dans la rue par des personnes qui vont leur demander non pas comment ils vont, mais comment vont leurs parents, ils se sentent complètement oubliés dans ce chagrin, et souvent ils ressortent plus tard parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'avoir été entendus. Voilà les petits commentaires que je voulais faire par rapport à mon expérience. Et par contre, les lieux aussi, quand même, il y a des accueils au niveau de thérapie familiale et d'approche systémique de la famille où l'ensemble des difficultés familiales rencontrées peuvent être traitées. Ça existe, hein, et on peut orienter les familles vers ce genre de structure de prise en charge. Voilà. Merci pour votre apport qui est bel et bien en réponse à cette question ouverte-là. Avant d'en prendre une autre, est-ce qu'il y a un autre commentaire ou une autre intervention, toujours sur ce thème qui vient de s'ouvrir et auquel on peut essayer de donner un petit temps d'espace? Oui, alors je crois que c'est là-bas. Oui, merci. Oui, alors moi, de mon expérience, dans nos associations Vivre son deuil, effectivement, nous faisons aussi des accompagnements familiaux. Donc, dans les groupes de parole, nous avons eu à accueillir un couple qui avait perdu un enfant, une fille notamment, par suicide. Et effectivement, l'accompagnement de monsieur et de madame dans une dynamique de groupe est particulière. Et parfois, il est important que chacun soit accompagné par ailleurs, et c'est ce qui se faisait, par des professionnels différents. Donc vraiment, le groupe est là pour amener une dynamique de réflexion. Mais de nos expériences à nous, en tout cas, il faut que chacun soit suivi aussi professionnellement parce qu'ils ont une dynamique différente. L'accompagnement du deuil ne se fait pas de la même manière entre un homme et une femme. Les ressentis, c'est la même chose. L'expression des émotions, c'est la même chose, même si la souffrance est la même. Donc voilà, il faut vraiment faire de la dentelle, et c'est ce qu'on s'applique à faire. Et une deuxième expérience, je vais faire court. Nous avons été sollicités par une maman qui avait perdu son mari et un fils qui, lui, avait perdu son père. Donc, même famille, et ils ne s'entendaient pas. Visiblement, il y avait dans leur cheminement de deuil quelque chose qui ne passait plus entre eux deux, et ils nous ont demandé, un peu comme médiateurs, de redéfinir avec eux chaque deuil, et on sait qu'en fait, de la place de laquelle on se situe dans une famille, on ne vit pas la même chose. Donc on les a reçus ensemble, puis séparément, puis de nouveau ensemble, et ils ont pu ainsi, se relier et voir à quel point leurs différences finalement amenaient sur des ressemblances de vécu. Voilà, c'était tout. Merci. Merci, et c'était une bulle à laquelle il fallait donner un peu d'espace parce que c'est une dimension de plus de ce dont nous parlons. Je vous propose, parce que l'heure avance, de prendre une dernière intervention. Il y avait au premier rang quelqu'un qui avait à une époque le micro. Il va le reprendre et ça sera peut-être la dernière, soit question, soit intervention, parce qu'il est aussi un peu déjà au-delà de 6h30. Oui, alors c'est difficile après... Oui, c'est Jean-Claude Jalmalvron. C'est un peu difficile après ce que l'on vient d'entendre, parce que c'était émouvant. Je dirais que dans cette table ronde, j'ai entendu plein de choses qui m'ont beaucoup parlé sur la communication à distance et sur les ressentis que l'on peut avoir à distance, même quand on n'est pas en présence, ne serait-ce que par les énergies qui vont circuler.
Et j'ai eu l'occasion un jour de faire une expérience. C'était bien involontaire parce que je ne savais pas que j'allais faire une expérience de communication à très longue distance. C'était entre le désert de Mauritanie et Paris. Donc c'était franchement à longue distance et il n'y avait pas de téléphone. Par contre, il y a quelque chose, il y a quand même une question que je voudrais poser à Guy sur ce qui nous a témoigné de votre expérience. Je comprends très bien. Alors, oui, je comprends très bien le partage d'énergie qu'il peut y avoir entre un animal et un être humain. C'est quelque chose que l'on vit tous au quotidien, plus ou moins, mais qui est commune. Je comprends aussi les partages d'énergie avec la nature. Mais je voudrais savoir quand même comment, au départ, les personnes que vous avez accompagnées les premières fois ont perçu le rapprochement des arbres. Personnellement, j'ai fait cette expérience parce que j'ai travaillé sur ce sujet-là pour moi-même dans mon développement personnel et j'ai ressenti l'énergie des arbres. Mais je dirais que quand on le faisait, on avait conscience que si d'autres personnes nous voyaient, ils nous disaient qu'ils sont complètement fadas. On a déjà une difficulté, nous, à Jalmave, de faire venir les gens sur des questions qui ne sont pas très glamour. Non, c'est pas glamour du tout. En rajoutant les arbres, je voudrais savoir comment c'était perçu. Merci beaucoup de cette intervention dont l'humour ne cache pas l'importance sur le fond. Bien sûr. Guy. Je comprends tout à fait l'interrogation et je ne répondrai pas à la place des personnes qui sont allées au contact des arbres. Et je ne crois pas avoir dit, ou ça m'a échappé, que c'était une histoire d'énergie qui se transmettait d'un à l'autre. Par contre, ce dont je peux témoigner, c'est que la mise en situation de contact physique du corps, parce que l'idée de la journée, c'est quand même d'avoir un contact physique avec la nature à travers le minéral, à travers le végétal, à travers l'animal, etc., et à travers les humains qui sont là, bien sûr. C'est le contact physique. Et chacun peut restituer son ressenti. Mais moi, je ne parle pas d'énergie dans cette expérience-là. Pour certains, peut-être. Certains l'ont exprimé, effectivement, parce que eux ont cette peut-être faculté ou capacité à ressentir les énergies, ça leur appartient. Mais dans l'idée de notre journée, ce n'est pas de travailler sur l'énergie dans ce sens-là. Non, je ne dis pas que c'était ce travail sur l'énergie était l'objectif, pas du tout. Mais que des gens, il y a eu le témoignage de cette personne qui a ressenti la sève monter. Or ça peut pas être, enfin c'est physique. Oui, c'est physique parce que les énergies, elles font partie d'un corps physique quelque part. Mais il n'y a pas de contact direct entre la personne et la sève. Donc, non, mais il y a le contact direct avec l'arbre. Et ce contact direct du corps avec l'arbre fait que la personne, elle, peut traduire ça de cette manière-là. Après, moi, je ne vais pas au-delà. C'est son expression à lui ou à elle. Alors, merci de cet dernier éclairage et de la réponse. Je crois que nous allons arrêter parce qu'il est déjà un petit peu plus que 6h30 et c'était très très long d'écoute, d'attention et que quand on en rajoute plus, on le paiera demain matin avec un peu moins. Donc on va arrêter. Je vais me permettre un mouvement d'amusement. Demain, on recommence à 8h30 et on recommence en fait dans la forêt de Brocéliande où chacun pourra trouver un arbre à sa taille et comme il veut bien. Et là, ça grésille quand on met... Mais dans l'importance de ça, c'est surtout d'être là à 8h30 au fond, parce que nous avons une très belle matinée de travail demain et qui va être une matinée où, à la différence d'aujourd'hui, où il y a eu beaucoup d'apports, on va dire plutôt descendants, nous aurons beaucoup de travail entre nous demain et il nous faut le temps de la faire. Donc rendez-vous, si vous voulez bien, à 8h30
dans les mêmes lieux. Et merci et bonne soirée. Jusqu'à tout à l'heure.